Que tu sois un entrepreneur en herbe, un marketeur chevronné ou simplement intéressé par les secrets cachés derrière les noms de marques célèbres, bienvenue dans Brand Naming, comment créer des noms qui marquent. Je m'appelle Béatrice Ferrari, je suis fondatrice de la société Cinesia et experte dans la stratégie et la création de noms de marques. Dans ce podcast, nous découvrons ensemble toutes les clés indispensables à une pratique performante du naming. Choisir un nom capable de capturer l'essence d'une nouvelle marque, tout en étant facile à prononcer et à mémoriser, est un préalable essentiel à la construction d'un branding fort, distinctif et percutant. Alors, assieds-toi, détends-toi et laisse-toi guider dans le monde fascinant des noms de marques. Une bonne marque, un bon nom de marque, c'est quand on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Le nom descriptif décrit parfaitement ce que tu vends. Et c'est, en linguistique, on dit dénotatif, explicatif. Ton objectif, c'est d'expliquer ce que tu veux vendre. Et ça n'est pas l'objectif du nom, d'expliquer ce qu'on vend. Ok ? Alors, allons explorer un petit peu cette partie descriptive, cette partie essentiellement focalisée sur la signification du nom. Qu'est-ce qui se passe ? Si moi je veux faire comprendre immédiatement quelle est l'origine ou la nature de mon offre, je vais utiliser des mots qui sont utilisés aussi par mes concurrents. Je pourrais faire la différence, pour te donner toujours des exemples célèbres, entre Microsoft et Apple. Microsoft, et encore, il faut que j'y pense. En tout cas, ça provient de microcomputer and software. C'est la fusion de deux parties de mots qui ont donné Microsoft. Et l'objectif du nom était d'expliquer. Alors, première question que je te pose, c'est est-ce que tu t'es jamais posé la question de la signification réelle de ce nom ? Sans doute pas. C'est là encore, je te dis que c'est secondaire de savoir vraiment la signification. Et deuxièmement, si tu compares à Apple, quel est le nom qui te paraît le plus séduisant, impliquant, invitant par rapport au monde de la marque qu'il construit ? Voilà, ça c'est ces deux éléments que tu peux te poser si tu as un nouveau nom à faire. Si tu as un nouveau nom, mettons que tu veuilles lancer une marque de produits pour les cheveux, très probablement, instinctivement, tu voudras utiliser cheveux, soins, bien-être, enfin toute une série de mots qui en réalité sont utilisés par tous tes concurrents. Donc l'idée, c'est que c'est beaucoup plus intéressant de créer un nom sur des concepts, sur des valeurs de ta marque, plutôt que sur le produit. Parce que le produit, fort probablement, il va évoluer. Si je pense à une autre marque connue qui est Volkswagen, est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Donc je vais te le dire. Volkswagen, ça veut dire Volks, peuple, Wagen, voiture, et c'est né comme voiture pour le peuple. Ce qui se passe, c'est que c'était le nom d'un produit. Et c'est devenu un nom de marque qui contient énormément de produits. Le nom descriptif est limitant, peut poser des problèmes parce que, éventuellement, il pourrait même te lier à un produit. Si tu lances un produit à base de chocolat, dire choco quelque chose dans ton nom, eh bien, après, tu vas faire ton nom, ton produit va évoluer et il va y avoir de la fraise et le nom deviendra complètement incohérent. C'est ce que j'appelle le caractère des noms de marque ou des noms de produits. Je ne parle pas seulement des noms de premier niveau, mais aussi des noms de produits en dessous d'une marque. Le nom descriptif, il est très facile à comprendre parce que tu vas dire Chocobon par exemple, c'est du bon chocolat. Et il est très facile à choisir parce que tu as la sensation qu'il est logique. Mais fort probablement, il aura une personnalité banale parce qu'il va ressembler à d'autres noms équivalents sur le marché. Et donc, il sera plus faible au niveau commercial, plus faible au niveau juridique, parce que une autre chose qui est importante de découvrir, c'est que quand tu utilises des noms descriptifs du produit ou de l'activité, ce sont en général des mots que tu ne peux pas défendre au niveau juridique, parce qu'ils appartiennent à toutes les personnes qui travaillent dans le même secteur, et ils sont aussi plus faibles au niveau de la capitalisation de la valeur de ta marque. Donc, ça, c'est la limite du nom descriptif. Si tu vas vers le nom symbolique, il est plus difficile à choisir parce que tu te dis mais pourquoi Apple ? Franchement, pour un ordinateur, Apple serait beaucoup plus logique pour une pomme. Eh bien non, Apple est plus juste pour un ordinateur que pour une pomme parce que pour une pomme, ça n'est pas protégeable et ça n'est pas défendable au niveau juridique. Tu n'as pas le droit de t'approprier un mot qui sert la catégorie d'activité. L'idée, c'est la limite des noms descriptifs, c'est que d'une part, tu créeras des noms qui ressemblent à tous les autres noms du secteur. Va dans un linéaire de supermarché au milieu des biscuits au chocolat, tu verras qu'il y a plein de biscuits au chocolat qui contiennent choco dedans.
D'ailleurs, cette idée d'être dans le linéaire du supermarché n'est pas mal du tout parce que tu peux te rendre compte aussi du contexte. Quand tu choisis un nouveau nom, il faut toujours t'imaginer le contexte dans lequel ton produit va être visible sur le marché. Tu t'imagines dans ton linéaire de supermarché, tu es au milieu des biscuits au chocolat. Tu vois bien que sur tous les packagings, il y a des biscuits et du chocolat. Donc ça n'a aucun intérêt de mettre choco dans le nom. C'est beaucoup mieux d'avoir un nom qui est, on va dire, plutôt Pépito. Voilà, Pépito, ça ne dit pas du tout chocolat et pourtant c'est au chocolat. C'est écrit partout que c'est au chocolat, donc tu n'as pas besoin de le mettre dans le nom. Ça, c'est la limite. En plus, c'est faible au niveau juridique, c'est pas distinctif au niveau commercial. Si tu choisis un nom comme Pépito, il pourra être unique sur ton linéaire et sans le risque de ressembler aux autres noms. Une autre chose, je dirais, une limite du nom descriptif, c'est que bien souvent, quand tu décris dans ta langue, dans la langue du voisin, ce sera pas compréhensible. Donc, les noms descriptifs ont beaucoup plus de limites au niveau géographique que les noms symboliques. Si tu veux faire un nom plus, je dis symbolique, donc émotif, impliquant, invitant, tu iras vers des mots ou des mots inventés ou des mots hyper symboliques qui font rêver. Donc la question que je te pose, c'est, à ton avis, le nom de marque, il sert à rassurer ou à faire rêver ? Parce que si tu vas expliquer, ça veut dire que tu as envie de rassurer ton client sur ton offre. Par contre, si tu vas de l'autre côté vers le rêve, c'est que tu as envie d'inviter ton client dans un voyage. En général, c'est ce que veut faire la marque. La marque, c'est un voyage. L'explication, elle vient à travers la communication. Est-ce que tu as entendu parler du nouveau modèle de l'Audi, je te le dis en anglais, e-tron? Tu as entendu? e-tron, c'est E, électronique, et ça vient d'électronique, E-tron. Qu'est-ce que ça fait en français? C'est e-tron. Voilà. Donc ça, c'est une limite typique linguistique. En ayant voulu décrire une caractéristique du produit, là c'est plus une question de linguistique d'association à des mots qui sont pas très chics. En français, c'est extrêmement problématique. Voilà. Donc ça, ce sont des limites que peuvent avoir un nom. Alors là, c'est plus sur la traduction du nom et la compréhension, mais en tout cas, l'objectif initial, c'était de dire électronique, et en France, malheureusement, ça n'a pas du tout eu l'impact désiré. Voilà. Si tu as des questions ou des commentaires sur cet épisode, n'hésite pas à les partager avec moi sur les réseaux sociaux ou sur notre site web synesia.com, synesia.com. Tous les liens sont présents dans le descriptif. Et rappelle-toi également de t'abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde passionnant du naming.